مساء الخير سيداتي سادتي، مرحبا بكم في هذه المحاضرة. Señoras, señores, muy buenas tardes, bienvenidos a esta conferencia. Euh, Bien le bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à cette conférence. Nous allons démarrer maintenant tout de suite. Euh, pour nos amis, para nuestros amigos españoles, tienen que ir hacia un icono donde se escribe sesión Sende en francés y donde hay la sala dedicada justamente a la traducción española, por supuesto. Muchas gracias. Nous commençons, si vous voulez bien. Effectivement, nous allons aujourd'hui traiter une nouvelle thématique. Et ça, nous continuons à tenir informés nos membres et les amis du CCAE de toute l'évolution de cette conjoncture et toute nouvelle disposition régissant l'économique algérien dans un premier temps, et puis espagnol, bien entendu, ceci de par notre statut. Donc, généralement, nos thématiques sont orientées vers la libéralisation de l'entreprise à l'international. Et dans le Weban Youno précédent, que nous avons intitulé l'attraction des IDE, l'Algérie libère l'investissement, nous avons donc tenté de connaître et de savoir à travers notre interlocuteur qui était M. Farhat Itali, donc l'ex-ministre de l'Industrie, de voir comment évolue l'économie nationale en se dotant de nouveaux outils portant sur l'investissement d'une manière générale et de l'investissement direct étranger d'une manière particulière. Cette fois-ci, nous allons traiter une nouvelle thématique. C'est en fait une succession d'idées de thématiques, hein, et nous l'avons intitulée qui traite de l'investissement sortant de l'Algérie vers l'international et plus précisément vers l'Espagne et vice-versa, de l'Espagne vers l'Algérie. D'où donc l'intitulé d'aujourd'hui, c'est collaboration algéro-espagnole, croisement des investissements. Donc on va voir un peu qu'est-ce que ça va donner, cette nouvelle disposition qui tend, je dis bien qui tend à libéraliser les sociétés de droit algérien à investir à l'étranger à travers donc cette conférence d'aujourd'hui, à travers Soui Bayoun. Et pour étayer justement cette problématique, nous nous appuyons notamment sur des règlements, hein. L'Algérie s'est dotée depuis 2002 et 2003 d'un certain nombre de règlements de la Banque centrale, du Conseil de monnaie et de crédit, qui définissent un peu, si vous voulez, comment le processus d'investissement à l'étranger, qui a été dans un premier temps appelé ordonnance 0311 du 26 août 2003, qui institue la possibilité d'investir à l'étranger dans des activités complémentaires à l'activité de production de biens et services d'un opérateur algérien. Ensuite, ça a évolué vers un règlement de 2014 qui conditionne le transfert des capitaux étrangers à titre de l'investissement à l'étranger par les opérateurs économiques de droit algérien. Et là, je vais laisser le soin aux intervenants d'expliquer tout ça. Et tout récemment, nous avons eu un nouveau règlement, toujours du Conseil de la monnaie et du crédit, qui libère, si vous voulez, l'exportation, ou du moins permet aux exportateurs algériens de loger de revenus, de recettes d'exportation dans des comptes devises et les préserver, bien entendu. Donc, la lecture que nous faisons suite à cette disposition, c'est qu'elle a pour but et finalité que l'entreprise de algérien utilise ses propres revenus en devises pour investir éventuellement à l'étranger. C'est la finalité que nous avons supposée, et nous laisserons bien entendu par la suite, en l'occurrence M. Bouhara Yassine, nous expliquer la teneur, si l'on veut, de ce nouveau règlement. Et d'ailleurs, je passerai la parole directement à M. Yassine Bouhara, qui est président de tel groupe,
en lui posant justement cette question. Expliquez-nous un peu ces règlements qui constituent pour nous aujourd'hui un espoir, on va dire, à l'entreprise de droit algérien pour investir à l'étranger. Quelles sont les modalités? Quel est le processus à emprunter? Comment éventuellement utiliser les outils financiers pour le faire? Et par la suite, je suis donc certain qu'on va poser un certain nombre de questions liées éventuellement aussi à l'investissement entrant en Algérie. Qu'est-ce que prépare l'Algérie comme climat pour pouvoir justement réceptionner ces investissements directs étrangers? Sans trop tarder, je vous donne la parole. C'est à vous de développer. Je vous prie de bien vouloir prendre le soin de vous présenter plus amplement éventuellement et de parler pas trop vite pour permettre justement à l'interprète de faire son travail convenablement. À vous la parole, Monsieur Bouhara. Merci, Président Bouabdallah. D'abord, j'aimerais vous remercier pour l'invitation. C'est un plaisir pour moi de participer à ce webinaire sur un sujet qui est important, complexe. Et, au-delà d'être président de tel groupe, donc tel groupe est une société financière qui est basée en Europe, au Moyen-Orient et notamment à Alger. À Alger, nous avons une société qui s'appelle Telmarket. Nous sommes membres de la Bourse d'Alger, donc nous sommes régulés par la COSOB. Et nous avons aussi la particularité d'être la première société algérienne à avoir une licence de gestion d'actifs. Donc, nous avons obtenu, il y a environ 24 mois, la première licence de société de gestion de fonds d'investissement, ce qui nous donne la caractéristique d'être non seulement régulé par la Direction générale du Trésor, mais aussi d'être autorisé par la Banque d'Algérie, ce qui fait en sorte que nous avons d'excellents contacts, bien entendu, avec nos régulateurs qui sont le ministère des Finances et la Banque centrale. Au-delà de mes activités commerciales, juste pour préciser, je suis le vice-président de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie basée à Paris, donc, ce qui est en fait la Chambre, la CACI et l'Algérie a une représentation à l'étranger, une seule, et elle est basée à Paris. Et je suis aussi, vu que je suis basé aussi à Dubaï, je suis le vice-président de l'Algerian Business Council à la Chambre de commerce de Dubaï. Donc, le sujet de l'investissement algérien à l'étranger est un sujet complexe. Il a été aussi exacerbé par des situations, sans mâcher les mots, les tentatives et aussi les investissements faits par Cevital, notamment en France, qui ont été réalisés ou certains qui n'ont pas pu se réaliser, ou en Italie, comme à Piombino pour une transaction dans le domaine de la sidérurgie. Et tout ça a créé tout un embryon de perception. Donc, c'est bien de revenir et j'apprécie le fait que le président Bouabdallah a bien défini le cadre juridique. En droit algérien, il est possible d'investir à l'étranger à partir de dinars. Mais la réglementation algérienne est relativement claire. Il faut que l'investissement soit lié à l'activité de la société qui investit. Donc d'abord, j'aimerais préciser qu'il n'existe pas de modalité pour qu'une personne physique privée puisse investir à l'étranger à partir de dinars. C'est une modalité qui est réservée à des personnes morales, donc les entreprises et les sociétés. Donc ça, c'est un premier élément où l'Algérie n'est pas un pays très ouvert en termes de capacité pour ses résidents à dinariser, d'investir à l'étranger. Le deuxième aspect pour les personnes morales, c'est que l'investissement doit être directement lié à l'activité de l'entreprise. Donc, la Banque d'Algérie ou la réglementation algérienne ne permet pas de l'investissement à l'étranger dans le but de diversifier ses activités dans des secteurs exogènes ou tiers. Si vous êtes dans un domaine agricole et vous investissez dans le même domaine et que vous avez une capacité démontrée dans ce domaine particulier, l'investissement est possible. Si maintenant vous êtes un opérateur agricole et que vous voulez investir dans de l'immobilier à l'étranger, la Banque d'Algérie ne va probablement pas accepter. Donc là, je parle pour l'instant du cadre et de mes conversations avec les autorités algériennes, notamment
les personnes responsables au niveau de la Banque centrale, du Conseil de la monnaie et du crédit, une question, je vais être très candide, pourquoi certains investissements sont refusés? Qu'est-ce qui motive le refus? Ils me disent, nous avons une majorité de demandes d'investissement dans de l'immobilier. Donc, des entreprises algériennes qui veulent acheter de l'immobilier à l'étranger. Donc, elles sont systématiquement refusées parce qu'ils ne sont pas considérés comme des biens de production ou liés à une stratégie d'entreprise qui est claire. Mais il y a, et je vais rester confidentiel sur les entreprises qui l'ont fait, mais des entreprises privées ont pu investir à l'étranger, en Europe, mais aussi en Afrique, dans les pays voisins, au Mali, en Mauritanie et dans d'autres pays africains, dans le cadre de leurs activités, notamment pour créer des chaînes de logistique d'export, de la coproduction et d'autres choses de ce type. Donc, les modalités sont relativement simples. Le carcan bureaucratique est en perception compliqué, mais théoriquement, sur un dossier qui serait bien construit, avec une crédibilité de l'opérateur qui est avérée, il y a des possibilités pour les opérateurs algériens d'investir en dehors du territoire national. Sur la dernière réglementation ou sur la réglementation de la disposition des devises dues à l'exportation d'opérateurs algériens. C'est un sujet qui est différent, qui n'est pas exactement le même sujet que l'investissement à l'étranger. C'est quand vous exportez, si vous êtes un exportateur algérien et que vous avez touché des revenus en devises, la capacité de disposer de ces devises. La nouvelle réglementation algérienne a facilité l'utilisation des devises pour de l'investissement à l'étranger, mais aussi pour de l'achat de marchandises à l'étranger ou de l'importation de biens et de services en devises sous une forme qui serait allégée par rapport à la réglementation actuelle. Donc il faut bien comprendre que sur ces deux modalités, vous avez le carcan juridique associé à l'investissement à l'étranger, ça on va le mettre sur un point, et il a été clairement établi par le président Bouabdallah, et de l'autre côté, vous avez les modalités de disposition de devises qui seraient rebooké dans une banque algérienne. Et dans ce cas particulier, ces modalités ont été allégées. Donc voilà plus ou moins le carcan structurel. Mais j'insiste sur le fait, et je pense que ne pas me tromper en disant ça, à tout investissement qui ne serait pas lié à la stratégie d'une entreprise dans le cadre de sa compétence sera systématiquement refusé par le Conseil du monnaie et du crédit, de ma compréhension. Après, si les dispositions actuelles évoluent, il serait possible d'opérer sous une autre forme. Maintenant, il existe une deuxième façon d'investir à l'étranger, qui est l'achat de biens de production, notamment de machines. Comme vous le savez, et ça, je le considère aussi comme un investissement, c'est-à-dire, après, il y aurait de la colocalisation ou un transfert de certaines machines, mais il est possible, par exemple, pour une entreprise algérienne, d'approcher une société, par exemple, espagnole, qui aimerait disposer dans certaines parties de ces machines. Il est possible alors que ces machines soient transférées en Algérie. Je rappelle que quand vous apportez des machines d'occasion en Algérie, elles doivent être rénovées. Donc, il faut les mettre en situation de fonctionnement. Il n'est pas possible d'apporter du matériel qui ne fonctionne pas dans le but de le réparer en Algérie. Il faut que les machines qui rentrent en Algérie, quel que soit leur âge et leur vétusté, elles peuvent être presque neuves ou elles peuvent être très anciennes, elles doivent d'abord être mises en état de fonctionnement et il est nécessaire d'avoir un certificat pour démontrer que ces machines fonctionnent. Si on apporte des machines, par exemple dans le cadre d'un partenariat avec, par exemple, un partenaire espagnol, ces machines, entrant en Algérie, peuvent constituer un capital, c'est-à-dire que l'opérateur espagnol qui exporterait ces machines les exporterait sous la forme d'un capital. Rien n'empêche aussi pour un opérateur algérien d'avoir un investissement croisé dans ce domaine particulier.
il y a quelque chose qui fonctionne. Disons que les modalités de la Banque d'Algérie, si vous aviez une transaction croisée avec une chaîne de production qui serait liée entre l'Espagne et l'Algérie, il serait possible pour un opérateur algérien d'acheter des machines espagnoles, de les importer en Algérie pour faire de la coproduction et d'entrer en matière avec son partenaire espagnol pour avoir, par exemple, une participation en industrie dans la société espagnole en contrepartie de services qui seraient donnés. Donc, il existe plusieurs cas de figure qui permettrait, en fait, synthétiquement, à l'intérieur du carcan d'un partenariat, d'avoir aussi synthétiquement un investissement pour un opérateur algérien à l'étranger. Donc, je donnais juste ces cas de figure pour montrer qu'il existe différentes modalités qui permettent à un investisseur algérien d'avoir une exposition à l'étranger. Une des questions qui est posée souvent, c'est l'endettement. Comme vous le savez, la loi algérienne ou la réglementation algérienne ne permet pas à des opérateurs algériens de s'endetter en dehors d'Algérie. Donc, il n'est pas possible d'emprunter de l'argent. C'est vrai, mais il existe une façon de le faire qui est parfaitement légale et dont les modalités sont possibles. Après, cela dépend bien sûr des capacités de l'opérateur algérien. Un opérateur algérien, techniquement, pourrait leaser des machines à l'étranger. C'est-à-dire, en fait, synthétiquement, avoir un emprunt auprès, par exemple, d'une banque espagnole ou d'un opérateur de leasing espagnol pour des machines qui seraient mises à cette disposition. Ces machines entreraient en Algérie sous douane, c'est-à-dire qu'elles seraient toujours sous douane étrangère, mais par contre, elles seraient mises à la disposition d'une entreprise algérienne. Ces machines opéreraient en Algérie, par exemple, où le matériel indiqué opérerait en Algérie, et à un moment donné, quand le leasing expire, il est possible alors de transférer la valeur résiduelle des machines en dinars sous la forme de capital dans la société algérienne. Dans ce cas particulier, la société algérienne a acheté des machines avec un emprunt à l'étranger et a utilisé ces machines en Algérie pendant la période d'emprunt et après a transféré ces machines sous forme de capital en dinars. Donc il existe des modalités et des façons d'opérer qui permettraient synthétiquement d'avoir de l'endettement étranger, mais c'est lié à un outil de production sous des particularités. Bien entendu, il faut l'autorisation des douanes. Ce n'est pas une pratique inhabituelle, elle est relativement courante dans le domaine des hydrocarbures, de sociétés soit algériennes, soit étrangères qui opèrent dans le domaine des services pétroliers ou gaziers. Rien n'empêche, dans les autres activités économiques algériennes, d'opérer d'une manière similaire et de faire entrer sous douane certains types de matériel qui permettraient de catalyser dans le cadre d'un partenariat. Dans ce cas-là, l'entreprise étrangère serait par exemple la garante de la dette des machines. Ces machines restent la propriété du leader, mais seraient alors sur le territoire algérien sous cette forme. Et voilà, je donne plus ou moins en vrac. Je m'excuse de ne pas être trop structuré, parce que si je dois parler juste de l'investissement algérien à l'étranger, je vais être réduit à quelque chose d'assez limitatif. Donc après, il existe d'autres manières. Donc, je ne sais pas, Président Abouattala, vous voulez que je parle aussi de l'inverse, des transactions croisées, ou je reste toujours sur la donne d'investissement d'Algériens à l'étranger? Pardon, Monsieur Ouattara, je vous remercie. Non, je reviendrai vers vous. Je vous remercie beaucoup pour toutes ces explications et éclairages. Je reviendrai vers vous, bien entendu, tout à l'heure pour nous expliquer un peu. Bien sûr, on va rentrer dans quelle est la valeur ou quelle est l'opportunité de croiser. Vous avez fait une petite illustration maintenant avec le matériel utilisé. Ça, c'est une façon aussi de croiser les investissements. Je reviens vers vous pour d'autres questions une fois que on va permettre à Monsieur Sébrian de répondre à une question que j'allais lui poser, bien entendu, en tant qu'opérateur économique espagnol et surtout à la tête d'un grand bureau dédié à l'investissement aussi bien en Espagne qu'à l'international. Bonjour. Monsieur Angel Cibrian. Je vais vous laisser par la suite vous présenter amplement, bien entendu.
Donc, nous venons d'entendre Monsieur Yassine Bouhara, donc, qui a parlé un peu du corpus, si l'on veut dire réglementaire, qui est en train de régir, ou alors qui va régir donc l'investissement des entreprises de droit algérien à l'étranger et dans notre cas en Espagne. Donc, il a parlé aussi, ce qui est bien, de l'investissement croisé. Donc, il a soutenu, si l'on veut, cela par un exemple qui est celui de l'achat du matériel utilisé. Et donc, bien entendu, aujourd'hui, il y a beaucoup plus, je dirais, d'opportunités ou de facilités pour un opérateur économique espagnol d'aller investir en Algérie pourvu que la partie algérienne l'aide aussi à l'accompagner, si l'on veut, dans cette relocalisation en Algérie. Voilà un peu comment l'exemple que je trouve très pertinent de M. Bouhara, qui venait donc de l'illustrer. Comment vous le voyez-vous? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez que le fait de croiser de cette manière ou d'une manière ou autre, bien entendu, l'investissement serait beaucoup plus avantageux et enrichissant pour nos deux entreprises des deux rives, espagnoles et algériennes, d'aller donc accomplir, si je puis dire, un investissement aussi bien en Espagne qu'en Algérie? Je ne sais pas si j'ai été clair à travers cette question. Mais comment vous voyez ce croisement d'investissement entre un opérateur algérien et un opérateur espagnol? Bueno, quería presentarme. Soy el socio director de una empresa consultora española llamada Galán y Asociados. Soy el responsable del área de corporate, básicamente dedicada a inversiones. Eh, Quería responder a la pregunta que ha realizado el ponente anterior en cuanto al sistema de inversión cruzada y tal como él lo ha planteado, creo que es una de las mejores maneras de abordar el proceso de inversión directa extranjera. Creo que es la forma más eficaz. Eh, estos procesos no son sencillos porque requieren el conocimiento de una normativa bastante compleja y requieren una serie de conocimientos que normalmente no son los que habitualmente tienen los empresarios, ¿no? Pero bueno, me gustaría hacer una introducción y hablando del mundo empresarial y de las inversiones, hay unos criterios sobre los que se basa normalmente la selección del destino de una inversión extranjera, ¿no? De una inversión en otro país. Básicamente, en el mundo empresarial español, la parte más importante es la seguridad jurídica. Es muy importante que haya un marco jurídico y político estable porque se trata de proyectos a largo plazo, no son proyectos a corto plazo. Entonces, la estabilidad jurídica es muy importante. Hay un segundo punto que es que en el destino hay alguna ventaja competitiva o hay eh, alguna ventaja ya sea de costes o de acceso a mercados que pueda suponer una diferencia respecto al país de origen. En tercer lugar, también es importante la fiscalidad, es decir, que el sistema fiscal sea razonable, esté en una medida que se pueda asumir con normalidad, ¿no? Y luego hay un cuarto punto que también es muy importante, que es la posibilidad de repatriar los capitales, es decir, los beneficios que se obtengan de la inversión, pues que se puedan repatriar en un medio y largo plazo, de forma que sin una penalización importante. En el caso de España, al estar integrado en la Unión Europea, bueno, pues prácticamente todos estos puntos pueden darse como que se pueden cumplir, ¿no? En lo que es Argelia, tradicionalmente ha sido un destino muy interesante para el inversor español, pero ha percibido ciertas dificultades. Básicamente en el marco legal, que tenía una cierta complejidad, con la regla de 51-49%. El tema de la divisa también ha sido importante, ¿no? En cuanto a la estabilidad y a la gestión de la divisa.
una parte importante también del proteccionismo o del tema arancelario, ¿no? Del sistema arancelario pues, que dificultaba el tema de la importación de equipos y maquinaria. Y luego la dificultad también para repatriar los fondos, ¿no? Los beneficios que tuvieran esas inversiones, ¿no? En España hay una normativa legal que es una ley que trata de inversión extranjera, que es del año 99 y que regula todas estas actividades, ¿no? Básicamente en tres campos. Hay uno que sería la compra de empresas o la compra de participaciones de empresas españolas. Hay otra posibilidad de inversión que sería la constitución de delegaciones o sucursales. Y hay una tercera que sería la participación en fondos de inversión o en otros instrumentos, ¿no? El régimen es relativamente sencillo y solo hay una obligación de declararlo, de registrar, de incluir en un registro. Esa obligación, si el capital procede de un paraíso fiscal, es una obligación previa antes de realizar la acción. Y o si va a sociedades que coticen en bolsa. Si la inversión no va ni proviene de un paraíso fiscal, ni va dirigida a una empresa que cotice en bolsa, no hay que declararlo previamente, sino a posteriori. Es decir, se hace una declaración posterior. Básicamente, el sistema para las inversiones españolas en el extranjero básicamente funciona en el mismo sentido. Tienen las mismas obligaciones prácticamente, ¿no? Y en el ámbito fiscal, que es otro tema importante, en el caso concreto de Argelia, hay un convenio de doble imposición para evitar la doble imposición. Esto bilateral. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues básicamente lo que quiere decir es que cuando se tributa a través de una inversión con algún impuesto en el país de destino, cuando haya que hacer la tributación en el país de origen, se deduce esa tributación. Es decir, que el objetivo que tiene o la filosofía es que no se duplique la tributación. Por lo cual, entre ambos países suele al final prevalecer en la tributación en el país de origen, en la que manda, por decirlo de alguna manera. Actualmente los cambios que ha habido o que hay previstos y que se están desarrollando en el marco legal argelino están suscitando mucho interés entre los empresarios españoles. Pues ven como una oportunidad para superar esas dificultades que comentábamos antes y que pueden convertir a Argelia en un destino muy atractivo para estos inversores, especialmente en unos sectores que el empresariado, el sector empresarial español pueda ser competitivo, bastante competitivo, y que en el ámbito europeo están muy saturados. Puede verse Argelia como una posibilidad de expansión o de diversificación en mercados, pues en España hay una gran concentración en el mercado europeo. El 80% o el 70% de las exportaciones españolas y de la inversión española va dirigida a la Unión Europea. Entonces, Argelia puede ser un buen candidato por varios factores. Hay una proximidad geográfica muy, muy interesante. Hay unos costes de la energía que son muy diferentes a los que hay en Europa. Luego supone un tamaño de mercado bastante importante también. No es un mercado pequeño, es un mercado ya bastante importante. Y luego ahí también puede jugar un buen papel como puerta de entrada al continente africano. Una forma de entrar que a España siempre le ha costado un poco más. Siempre ha centrado su expansión internacional mayoritariamente a Latinoamérica por las facilidades del idioma y culturales, pero una forma para entrar en el mercado africano puede ser Argelia. Y por otra parte, pues creo también que España puede ser un destino interesante para el inversor argelino. Creo que fundamentalmente también es un mercado más o menos amplio, pero también en el sentido contrario, para acceder al mercado europeo. Puede ser una buena puerta de entrada
para las empresas argentinas para acceder a un mercado único que, pues, que tiene un gran potencial de consumo y de inversión, ¿no? En España hay ahora, en estos tiempos, hay una serie de sectores que pueden resultar muy interesantes para invertir y que de hecho están captando muchas inversiones internacionales, sobre todo de fondos de inversión. Suele ser el instrumento o hay inversión directa por parte de empresas o a través de fondos de inversión. Por ejemplo, concretamente el sector agroalimentario, eh, porque resulta atractivo sobre todo a empresas, muy atractivo para empresas europeas por la capacidad de producción, ¿no? Un poco por la climatología, por el clima, pero también por las tecnologías que se utilizan, ¿no? Se llevan muchos años trabajando en mejoras tecnológicas y, y esa inversión que se ha hecho en tecnología, bueno, pues supone ventajas tanto en la capacidad de producción como en la calidad final de los productos. Y por otra parte, bueno, pues que hay una gran experiencia en grandes cadenas, en vender a clientes internacionales, a grandes cadenas de distribución internacional, pues tipo Auchan o Carrefour o, bueno, a todas las cadenas internacionales. Eh, entonces hay unos canales ya de comercialización muy consolidados que, pues, para un inversor pues dan una garantía de salida de ese producto, ¿no? Luego hay otro sector que también es interesante. Lo que pasa es que según el comentario o la exposición del anterior ponente, pues para el inversor argelino puede suponer cierta dificultad. Y es el real estate, ¿no? O el sector inmobiliario. Sobre todo los desarrollos vinculados al turismo, que sabe que es uno de los pilares de la economía española. Tanto como puede ser el ámbito hotelero como el residencial de vacaciones, ¿no? De la costa. Hay una gran demanda de ese tipo de producto en España. Hay muy buenas oportunidades de inversión porque la crisis que ha habido con el virus, con el coronavirus, pues ha puesto en el mercado bastantes oportunidades. Y luego en España hay una figura específica fiscal que prácticamente la inversión inmobiliaria cotizada no requiere un gran volumen, no tributa prácticamente. Tiene una tributación, puede llegar a ser 0%. Entonces eso ha hecho pues, que se canalice mucha inversión a este sector también. Y por último, hay también otro sector muy, muy interesante a nivel de inversiones, que es el energético, sobre todo el que está vinculado a energías renovables. Todas las decisiones que se han tomado en los últimos tiempos por la comunidad internacional a la hora de reducir emisiones de dióxido de carbono y, bueno, y de combustibles fósiles, bueno, pues lo que han hecho es que haya una necesidad por los plazos que se han establecido para ejecutar esa reducción de emisiones, pues lo que hacen es que hay un cierto estrés para cumplir todos los objetivos que hay planteados. Entonces tienen que desarrollarse enormes inversiones en el ámbito de la energía renovable bueno, pues eso hace pues que haya un foco de estas inversiones pues a nivel de todos los grandes fondos de inversión, tipo Blackstone, o internacionales, o Macquarie, o los grandes fondos de infraestructuras, y las empresas de energía, todas las empresas petroleras, tipo British Petroleum o Total. Hay un montón de distintos agentes, de distintos inversores que están invirtiendo en España con unas rentabilidades atractivas y sobre todo con relativamente poco riesgo, ¿vale? Es un sector que no tiene a lo mejor la rentabilidad de otros sectores, pero por decirlo así, el riesgo mucho más limitado. El sol sale todos los días, ¿no? Prácticamente. Entonces no hay tanto riesgo de lo que es la producción, ¿no? El nuevo marco que estábamos comentando, el nuevo marco de legal y un poco la estrategia de internacionalización de Argelia,
está despertando el interés entre los inversores españoles y hay una serie de sectores que tienen gran interés para el inversor español. Tradicionalmente, el inversor español cuando ha ido a Argelia ha sido motivado por los temas de hidrocarburos, por los temas de infraestructuras y por temas de agua. Es decir, son los tres grandes focos de inversión de los inversores españoles en Argelia. Entendemos que con las reformas que se han emprendido y que se están desarrollando en Argelia, estos sectores pueden ampliarse sustancialmente. Y estaremos hablando sobre todo de sectores donde hay empresas españolas que tienen mucha experiencia y que pueden ver esa competitividad que puede aportarles Argelia, pues en temas, por ejemplo, como comentábamos, de la energía, como podría ser el tema agrícola también, o por sectores que pueden tener un gran desarrollo, como puede ser el turismo, ¿no? A medio y largo plazo, donde España tiene mucha experiencia, ¿no? Y un gran desarrollo. Y se encuentra con mercados un poco saturados, ¿no? Dentro de lo que es la Unión Europea. Entonces puede ser, por esta proximidad, y si el régimen legal pues cumple lo que hablábamos al principio de ese marco de seguridad jurídica, esas posibilidades de una fiscalidad correcta y una posibilidad de repatriar las inversiones, ¿no? Los resultados o las ganancias de las inversiones, pues puede ser que eso suponga un gran atractivo para inversores españoles. Que además en España contamos con un instrumento para financiar este tipo de inversiones, para lo que es para financiar la inversión directa, ¿no? La inversión de capital. Hay aparte de las fuentes de financiación normales, que son las entidades bancarias, ¿no? que participan también en la internacionalización de las compañías, pero hay una entidad pública que se llama Cofides, cuyo objetivo consiste en fomentar ese proceso de inversión española en el extranjero con criterios de rentabilidad y de sostenibilidad. El tema ambiental es muy importante para esta entidad, ¿no? Y también le ponen bastante énfasis también en fomentar el desarrollo local, donde se desarrollen las inversiones, bueno, pues que ayude al desarrollo, ¿no? De la zona. Ahí cabe la posibilidad de financiar proyectos privados de inversión o para proyectos que vayan orientados a la generación de infraestructuras o que fomenten el desarrollo, ¿no? Y ya puede ser una participación en el capital de la propia compañía o puede ser una financiación clásica, ya sea financiación senior o subordinada a otras fuentes de financiación que tengan, ¿no? Y esta empresa pública española ha estado mirando y ha financiado hace relativamente poco dos proyectos importantes en Argelia. Uno de fabricación y distribución de productos farmacéuticos, que es considerado un sector estratégico por la legislación argelina. Y luego también la construcción, operación y mantenimiento de una planta termosolar, Solar Power Plant One, ¿no? Y la empresa farmacéutica se llama Ara Pharma, que también España tiene también bastante expertise en lo que es la industria farmacéutica. Entonces, estos son dos ejemplos de dos proyectos de inversión directa española en Argelia que han sido financiados con fondos. Uno de ellos vía aportación de capital, el de la planta de termosolar, y el de farmacia ha sido con una financiación subordinada, con un préstamo senior de una entidad bancaria y una parte adicional que ha aportado esta empresa pública. Con lo cual yo veo que se abren muy buenas expectativas para el desarrollo de las inversiones cruzadas y yo creo que es el momento para empezar a trabajar este asunto, ¿no? Muchas gracias. Gracias, señor Cebrián. Donc, ma première question, señor Cebrián. Quiero volver un poco sobre la herramienta financiera, ¿sabes? Ajá. De esta inversión cruzada. Es decir, que hoy Argelia
acaba de ratificar el acuerdo con Unión Europea y acaba también de ser miembro de este Banco BERD, el Banco Europeo de Sí. Reconstrucción y Desarrollo. ¿Cuál es la ventaja de estos dos elementos justamente respecto a la financiación de los proyectos, tanto para una empresa argelina en España y como para una empresa española en Argelia? Seguro que a través su discurso, su intervención, hablo un poco de este tema, pero yo quiero saber cuál es la ventaja con estos elementos, ambos elementos, es decir, la ratificación y la adhesión a la BERD. Vamos a ver, yo creo que son dos elementos muy positivos, es decir, la importancia es alta, porque supone un acceso a una comunidad de negocios, ¿no? A una comunidad de financiación, eh, que tiene, como todo, dos caras. Tiene una parte positiva, pues los requisitos a la hora de otorgar las financiaciones son a nivel financiero menos estrictos, pero sí son más estrictos a nivel, por ejemplo, medioambiental o a nivel de fomentar el desarrollo, ¿no? Porque son instrumentos que están orientados a esos aspectos, ¿no? Entonces, yo creo que constituye una oportunidad. Básicamente es una oportunidad. Son instrumentos que para este contexto son nuevos, es decir, que son, pero que como el que estaba comentando de Cofides, funcionan. Es decir, son instrumentos que funcionan y funcionan bastante bien. Tienen un coste muy bajo, es decir, el coste financiero en algunos casos es prácticamente nulo o unos tipos de interés muy bajos y los plazos de financiación son bastante amplios. Es decir, que yo creo que son buenos instrumentos para este tema. Perfecto. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question? Buenas a todos. No tenemos muchas cuestiones de la parte del público, pero me voy a seguir con una pregunta sobre los fondos de Next Generation. ¿Tenemos Ajá. dentro del contenido de los fondos una posibilidad para las empresas españolas de Sí. tener acceso, por ejemplo, a otro tipo de fondos del Banco de Inversión Europeo para acompañar una estrategia de vamos a ver, de intentar con proyectos más grandes en otros países? La parte de Norte de África, Argelia, es Sí. un punto importante. No tenemos mucha información sobre el uso práctico de los fondos Next Generation. Ok. Bueno, es que todavía no están en vigor, o sea, todavía Sí. no han empezado a funcionar. Están con todas las aprobaciones que hace relativamente poco ya han recibido la última aprobación. Estos fondos, en el caso de España, van a tener un total de 170.000 millones de euros, ¿vale? Es la parte que va destinada a España. 170.000. Es el segundo país después de Italia, que tiene, creo recordar que tiene 200.000 millones. Son 170.000. Y bueno, van orientados a tres líneas fundamentales. Una línea es la digitalización de las compañías, el desarrollo a través de la digitalización. Otro tema es el medio ambiente y la economía circular, de cómo reutilizar los residuos, poner en valor lo que son los residuos o minimizarlos o valorizarlos. Y hay una tercera línea que son las energías renovables. Pero no la inversión estándar, por decirlo así, en energías renovables, ¿no? Sino lo que son inversiones en temas un poco disruptivos, ¿no? Temas un poco más avanzados. Por ejemplo, se quiere trabajar el tema del hidrógeno. Por ejemplo, el tema del hidrógeno verde es una de las líneas fundamentales que se va a apoyar, ¿no? Y luego ver el tema de no solo energía verde, sino también eficiencia energética, ¿no? Es decir, de grandes industrias que tienen procesos poco eficientes desde el punto de vista de energía, se van a financiar esas grandes reformas
para optimizar el uso de la energía en los procesos industriales. Lo cual, eso van a ser las tres grandes áreas. Y luego se van a materializar en estos fondos tienen dos sistemas, ¿no? O dos vías de aplicación. Hay una parte que es a fondo perdido, sin retorno, como ayudas, que estarán en torno, puede ser hasta el 35% de la inversión, 37, 38% de la inversión. Y luego hay otra parte, una parte similar, otro 37, 38%, que sería financiación a tipo cero. Es decir, solo es a devolver el capital, ¿no? Sería máximo sería al Euribor, ¿no? Pero prácticamente sería cero el coste de la financiación. Con lo cual, solo se requiere tener un 25% de fondos propios, de recursos propios, para abordar la inversión. Es un poco el esquema de trabajo. Monsieur Nadir Lagón está preguntando cuál es la estrategia de España en la reestructuración de las cadenas de valor después de la crisis del COVID. ¿Hay una oportunidad de localización en la parte de África del Norte? Pregunta el señor Nadir Lagún. Yo creo que el resultado del COVID a España le ha perjudicado mucho porque nuestra economía está muy basada en los servicios, no tanto en la parte industrial, que hay una parte importante, pero en España está muy basada en los servicios. Y dentro de los servicios hay una parte de turismo muy importante también. En 2019 visitaron España unos 90 millones de turistas y en 2020 creo que fueron 15 millones. Entonces ha sido demoledor, el resultado ha sido muy, muy, muy duro, ¿no? En este sentido, la estrategia para superar eso en España mira más un poco al interior que al exterior. Está como en una fase de recomposición y quiere aprovechar los fondos europeos para cambiar el modelo productivo. Hacer un modelo productivo menos orientado a los servicios y más a la industria, ¿no? Es decir, darle más peso, un modelo más centroeuropeo, ¿no? Que es parecido al alemán o al francés que al del sur de Europa, ¿no? Que sería el italiano o el español, ¿no? Que está más basado en los servicios. Pero no desestima inversiones para ampliar la capacidad productiva. Por ejemplo, está haciendo muchas inversiones en el tema agroalimentario en Marruecos. Por ejemplo, hay una gran inversión para producción porque ya los costes en España habían empezado a subir bastante, sobre todo el coste del suelo, y se ha buscado cómo seguir expandiendo esa capacidad de producción, ¿no? Por ejemplo, yo creo que va a haber ahí un tema similar con la energía renovable. Es decir, España ya, bueno, lo que es a nivel de ocupación de superficie, cada vez más difícil encontrar terrenos para implantación de infraestructuras de energía. Y yo creo que el siguiente paso va a ser invertir en el norte de África, que es el destino natural, ¿no? Ya se invirtió mucho en Chile, en México, en Latinoamérica, pero creo que el siguiente paso va a ser en el norte de África. Perfecto, muchas gracias. ¿No? Mais je crois que nous devrions peut-être donner la parole à son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, pour faire un petit discours. Merci, très bien. Merci de me donner la parole, Monsieur Boabdallah. Ce n'est pas pour faire un discours, ce n'est pas mon intention. Puis les discours, c'est pour dire les bonnes choses. Je vais peut-être être un peu critique et ne pas parler que de choses positives, mais plutôt aussi de choses négatives. Je n'ai pas, personnellement, je suis depuis le début de cette session et je n'ai pas entendu dire beaucoup de choses sur un constat que nous partageons, les autres Algériens, aussi bien au niveau officiel qu'au niveau, je pense, des hommes d'affaires et des entrepreneurs, et qui est celui de la faiblesse de l'investissement espagnol en Algérie. Je suis de ceux qui considèrent que pour leur nombre, les entreprises espagnoles en Algérie, elles sont de 500 à 550 entreprises. Elles
elles se sont peu impliquées donc, dans des opérations d'investissement. Elles sont restées plutôt timorées, peu entreprenantes lorsqu'il s'agit de prendre le risque d'aller vers des opérations d'investissement. Ces entreprises sont pourtant, pour nombre d'entre elles, installées en Algérie depuis des années, depuis 20, 25 ans, 30 ans, pour certaines. Elles nous connaissent, elles connaissent l'environnement économique, socio-économique, elles connaissent nos réglementations. Bref, elles ont les moyens et les outils de mieux s'impliquer dans le paysage et le tissu économique algéro-espagnol. En tant qu'ambassadeur, je dois faire malheureusement cette remarque. Je fais ce constat du moins. Ces entreprises restent impliquées plutôt dans le commercial, le business, le procurement, comme disent les anglo-saxons, et ne font pas le pas nécessaire à l'adresse de l'investissement et d'une meilleure intégration dans le tissu économique algéro-espagnol. Je profite de cette tribune pour justement lancer cet appel et exprimer le souhait qu'elles s'impliquent davantage pour leur nombre qui est important, 500 entreprises ou 550, comme je l'ai dit. Ce sont les chiffres de l'ambassade d'Espagne et d'ailleurs à Alger. Pour ce nombre-là, nous sommes en mesure de nous attendre à mieux. Ça me rappelle mon enfance et remarque qu'on nous faisait dans nos manuels scolaires, peut mieux faire. Donc, pour vous donner une idée sur l'état de situation, le faible investissement dont j'ai parlé, sur les 15 dernières années, le stock d'investissement espagnol en Algérie n'a pas dépassé les 2 milliards de dollars. Un volume qui est, comme vous le constatez, loin de refléter le potentiel algéro-espagnol dans le tissu diversifié de notre économie, ou du moins le tissu que nous souhaitons diversifier. Parce que jusqu'à présent, il est effectivement clair qu'il y a eu prédominance d'une matière qui est l'énergie dans nos relations algéro-espagnoles. 2 milliards de dollars comme stock d'investissement sur 15 ans, c'est peu. Je n'ai pas envie de faire dans la comparaison, mais pas envie de citer de pays, mais pays voisins, on a reçu 480 millions rien qu'en une seule année d'investissement espagnol. Voilà. Je pense que de manière générale, ces entreprises se sont plaintes des obstacles qu'elles vivaient, et notamment du verrou que constituait la règle 4951. Cette règle n'étant plus là, ce verrou étant levé et l'État algérien s'étant engagé dans une bataille acharnée contre les autres obstacles qui sont plus particulièrement d'ordre bureaucratique. Donc, l'on s'attend à ce qu'il y ait davantage de dynamisme de ces entreprises espagnoles qui bénéficient d'une, je dirais, d'une prédisposition des autorités algériennes à les aider et à les accompagner dans leur opération d'investissement. D'autant plus qu'elle présente un atout important qui est celui de disposer d'une technologie que nous recherchons, une technologie accessible à ce que demande notre industrie, notre marché, et une technologie accessible
aux entrepreneurs algériens. Voilà ce que je voulais dire. Merci encore une fois pour cette initiative et pour cette intéressante conférence et les pertinentes questions qui ont été posées tout au long de son déroulement. Merci. Merci beaucoup, Votre Excellence, de ce constat qui est pertinent tout autant que la thématique. Je ne sais pas si M. Bouhara voulait rebondir un peu à ce constat que vient de nous donner Son Excellence l'ambassadeur de l'Algérie au Royaume d'Espagne. Monsieur Bouhara? Oui? Est-ce que vous voulez rebondir sur… Oui, oui, absolument. Je ne peux pas être plus en accord avec ce que Son Excellence l'ambassadeur vient de dire. Mais il faut que je tempère certains éléments qui créent une certaine complexité pour les investisseurs étrangers en Algérie. Si l'Algérie veut attirer plus d'investissements étrangers, je pense qu'elle a déjà mis les mesures en place d'incitation avec toutes les mesures qui ont été mises par l'ANDI, donc les dégrèvements fiscaux, les concessions territoriales, les avantages de toutes sortes qui sont offerts aux investisseurs étrangers. Donc, pour de l'investissement de base, je pense que l'Algérie a déjà une panoplie structurelle pour que les investisseurs étrangers soient satisfaits. La complexité qui vient au-delà de ça, c'est quand on parle d'investissement, on parle de nécessité d'avoir son capital ou ses transactions ou ses actifs sous une forme liquide. La problématique, c'est le manque de développement du marché de capitaux algérien. Quand on met son argent en Algérie, il devient liquide. C'est difficile de revendre, c'est difficile de transférer, c'est difficile d'endetter. Il n'y a pas de la panoplie complète. La loi de finances qui a été lancée, les lois de finances complémentaires, je pense, commencer à faciliter ce processus. Mais il est clair et net à ce stage qu'il y a, parlant à beaucoup d'investisseurs étrangers, une des problématiques du marché algérien, c'est l'absence du marché de capitaux. Et j'espère que les autorités vont apprécier cette nécessité et aider au développement du marché de capital dans toute sa nature, c'est-à-dire marché boursier, marché obligataire, droit des sûretés, transfert d'actifs, toutes les régulations associées à la fluidité du capital, ce qui permet de faire. Donc l'Algérie est grévée d'un montant de perception de risque qui n'est pas un risque politique ou un risque économique ou stratégique ou un risque sécuritaire, mais il y a dans tout investissement une prime de liquidité et cette prime de liquidité est détériorée par cet élément. Ça, c'est une réponse macro sur la raison pour laquelle les investisseurs étrangers sont tendanciellement frileux. C'est un des aspects qu'il explique. Néanmoins, ce que je pense, c'est que la situation post-sanitaire, telle qu'elle est développée, le développement de ce qu'on appelle en anglais le nearshoring, c'est-à-dire l'investissement ou l'outsourcing de proximité, fait en sorte qu'un pays comme l'Algérie est parfaitement placé pour répondre à toutes les capacités de chaîne de production pour les pays européens. L'Algérie a tous les avantages structurels, elle a les infrastructures nécessaires, elle a la capacité énergétique, elle a le personnel qualifié, elle a aussi une diaspora très large qui permet donc en Europe de croiser les talents entre la communauté nationale à l'étranger et la communauté nationale au pays. Et toute cette structure fait en sorte que probablement l'Algérie est le pays qui pourrait être le plus grand bénéficiaire du développement du nearshoring. Et pour ce développement, il faudrait en fait faciliter, fluidifier le capital ou les capacités de capital pour que cet investissement vienne. L'investissement doit rentrer et ressortir. Aucun investisseur ne va investir dans un pays si j'investis mais je ne peux pas ressortir. Donc il faut de la fluidité. Plus la fluidité sera grande, plus l'investissement sera large. Ça, c'est un point de vue. Je pense que les atouts algériens, on les connaît. Je ne veux pas les réitérer, sauf si vous voulez que
que j'en fasse. J'aime bien faire la promotion du pays en règle générale, de tous ses atouts. Dans le domaine de l'agriculture, beaucoup de gens ignorent le fait que nous sommes un des plus grands producteurs, par exemple, de tomates de la Méditerranée. Nous avons déjà dans plusieurs domaines de production agricole, nous sommes dans le top 10, dans le top 12 mondial. Ça, ce sont des choses que les personnes ignorent. La partie arable du territoire algérien, donc qui est fertile, et bien entendu, quand on regarde géographiquement, une petite partie du territoire algérien, vu qu'une grande partie de notre territoire est le Sahara. Néanmoins, quand on regarde la partie fertile du territoire algérien, c'est probablement la taille de l'Espagne. Donc, quand on regarde l'Algérie, il faut bien comprendre sa dimension et de comprendre les potentialités du pays en définissant très clairement ses capacités. L'Algérie pourrait être une puissance agricole dans la région relativement facilement, surtout que l'Algérie est dotée des infrastructures aquifères et aussi de différentes nappes phréatiques qui existent dans le pays, qui permettraient un développement. Donc, pour les investisseurs espagnols qui s'intéressent au développement agricole et surtout de pouvoir bénéficier de la zone de libre-échange africaine, l'Algérie offre des capacités qui sont exceptionnelles dans ce domaine-là. J'aimerais aussi parler du domaine des services. Il existe bien entendu des opportunités. Il y a beaucoup de sociétés qui font de l'outsourcing informatique en Algérie, des call centers, du développement d'ingénierie. Je donne un exemple. Par exemple, il y a une start-up d'automatisation de processus légaux qui s'appelle Legal, qui est basée à Paris. Tout le processus informatique est fait à Alger, par exemple. Je vous donne un deuxième exemple de choses qui sont méconnues. Toutes les personnes qui sont probablement sur ce webinaire connaissent la banque française Natixis. À Natixis Alger existe un centre de compliance avec plus d'une centaine de personnes qui fait tout le KYC, donc toute la décision clientèle ou d'adoption de clientèle pour la France est faite à partir d'Alger. Donc quand vous allez à Natixis dans une région de France et vous ouvrez un compte, le traitement du compte est fait en Algérie. Pourquoi? Parce qu'il y a les compétences comptables, fiscales, régulataires disponibles en Algérie à une tarification intéressante. Donc je vous montre même des grandes entreprises européennes qui utilisent l'Algérie comme centre d'outsourcing pour le marché européen. Donc je pense que pour nos amis espagnols qui sont sur le call, j'avais commencé dans le débat à discuter, puisque c'était la question qui m'était posée, de l'investissement algérien à l'étranger. Mais pour ce qui concerne l'investissement algérien en Espagne, je pense que les opportunités sont beaucoup plus larges. Et je pense que entre la perception et la réalité, l'Algérie est un pays à opportunité, mais il faut vraiment comprendre le structurel algérien et comprendre que effectivement, le marché est un marché qui est plus difficile, administrativement plus dur, mais qui est substantiellement plus profitable que beaucoup d'autres marchés de la région. Donc souvent, j'aime bien dire, c'est bien de regarder le risque, mais il faut regarder aussi la profitabilité et la vitesse de croissance du marché algérien. Et quand on regarde la vitesse de croissance du marché algérien, soudainement, on peut tempérer certains éléments de perception de risque. Donc, après, je peux parler pendant des heures sur les différentes opportunités sectorielles qui existent dans le pays. Mais mon message en réponse à son Excellence, c'est plus le marché de capitaux algérien se développera, plus la fluidité du capital augmentera, plus les autorités verront le fruit des avantages qu'ils donnent aux investisseurs étrangers quantitativement dans le flux d'investissement. Merci, M. Bouhara. Donc, s'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir, moi, je voudrais revenir éventuellement sur cette question. Effectivement, donc, si à notre niveau, donc, on est en train donc, de communiquer sur ces investissements sortants
parce qu'il n'y a pas d'investissement entrant sans investissement sortant. Ça, c'est la convention, c'est la règle en général. Et bien entendu qu'aujourd'hui, en termes d'IDE, l'Algérie est beaucoup plus disposée, c'est le récepteur de l'IDE. Donc, mais si on va faire quelques tentatives d'investissement sortant pour justement conforter l'investissement entrant chez nous, ça serait bien. Donc, c'est un peu l'esprit de cette thématique d'aujourd'hui. Donc, voilà un peu. Donc, je pense que effectivement, donc, les investissements espagnols n'ont pas donc, évolué en Algérie, tout comme d'autres investissements. Peut-être que certains pays ont eu plus d'audace, effectivement, si on compare avec les Turcs, par exemple. Un peu moins les Chinois, hein, parce que les Chinois, ils sont beaucoup plus dans l'infrastructure. Il est vrai qu'il y a quelques investissements qui ont réussi, mais c'est dommage, elles ne sont pas nombreuses, hein, donc les sociétés à vouloir investir. Je crois que maintenant, avec ces nouvelles dispositions, le pays donc, est enclin à recevoir dans les meilleures conditions. Donc, on attend des améliorations au fur et à mesure, bien entendu. Donc, il y a la règle 5149, le financement extérieur, le droit de préemption qui a sauté. Nous avons cette mesure qui nous permet donc d'importer du matériel utilisé, etc., etc. Donc, et cette possibilité éventuellement d'aller acheter quelques actions à l'étranger pour pouvoir justement, pour revenir un peu aussi à cette question du transfert de technologie. Donc, on ne va pas faire mieux que les Chinois. Donc, les Chinois, donc, ils ont assuré ce transfert technologique en achetant des actions et en siégeant donc, dans des assemblées, dans des, comment on appelle ça, conseils d'administration des sociétés pourvoyeuses de ces technologies. Voilà un peu ce que nous voulons faire. Donc, nous, notre focus, justement, c'est de communiquer davantage après cette crise. C'est vrai que la crise nous a empêchés d'aller rapidement, d'aller vite. On a besoin. Mais là, je crois que les choses sont en train de rentrer dans l'ordre. Et notre rôle à nous, en tant qu'institution ou organisme mixte, professionnel, on se doit donc de donner toute l'information et surtout d'éclairer donc les investisseurs espagnols que l'Algérie désormais est ouverte, l'Algérie donc est prête, elle peut recevoir vos investissements, venez-y et puis voilà, donc nous on est là pour justement aider toutes ces tentatives et on va dire ces investissements. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir, s'il vous plaît? Là, on peut ouvrir les micros, hein, donc Mariam, donc s'il y a quelqu'un qui peut intervenir, il lève la main, et puis voilà. Donc, je crois que nous sommes tous dans cette salle maintenant. Sinon, donc, on va clôturer donc, cette session. Sinon, vamos a clausurar la sesión. Monsieur le Président, Monsieur Boadla. Señor Oui. presidente, Bonjour. señor Boadla, buenos días. Oui, bonjour. Buenos días. J'ai pu entendre un intervenant, oui, bonjour, qui, je ne me rappelle pas de qui, hein, je suis désolé, mais qui parlait de la règle 49-51. Je pense, et si j'ai bonne mémoire, elle n'existe plus. C'était M. Cyprien qui avait dit que l'investissement en Algérie est conditionné par cette règle. La inversión en Algeria iba a ser regida por esta regla. Et bon, on lui répond, je crois qu'il est au courant, donc cette règle, on en a fini avec depuis plusieurs années. Hemos terminado con esta regla. Et qu'elle est rentrée en application. Vous allez chez le notaire aujourd'hui. Y está en vigor. Usted va al notario hoy. Il va vous dire, oui, c'est possible d'avoir une société à 100% capital étranger. Y le va a decir que es posible tener una empresa que es 100% de capital extranjero. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants, s'il vous plaît? ¿Hay alguna intervención más? Muchísimas gracias. En fait, bonjour à tous. Buenos días. Buenos días a todos. Je suis producteur en Algérie, je suis dans le domaine du mobilier. Et ma question s'adresse à M. Bouara en la inmobiliaria y tengo una pregunta al señor Bouara con respecto al hecho.
pour l'importation de matériel rénové, pour pouvoir effectivement aujourd'hui, est-ce qu'il y a un règlement qui spécifie ces opérations d'importation la importación de material renovado? Sí. ¿Hay un reglamento que rige esa importación? Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre. Moi, en tous les cas, No je sé, vais la répondre. ¿alguien quiere responder? Donc, pour ce qui concerne l'importation de machines, Lo que tiene que ver con la importación de máquinas, en fait, il existe un règlement de la Banque d'Algérie hay un reglamento del Banco de Argelia qui est la constitution de capital par un étranger. que es la constitución de capital de origen extranjero. Et en fait, que cette constitution de capital peut être faite soit en valeur monétaire, mais elle peut aussi être... Se puede hacer o bien por valor monetario o también Oui, elle peut être constituée, bien sûr, de machines, comme je l'ai défini auparavant. por máquinas, como dije anteriormente, pero también... Et ce qui autorise de machines, de matériel. Autoriza máquinas, material. C'est pour ça que j'ai mentionné tout à l'heure rénover, parce que dans le cas de machines anciennes, y por eso hablaba antes de material renovado, porque cuando se trata de material antiguo, merci beaucoup. Si vous permettez, je vais juste toucher la règle 49-51. Quería hablar de la regla 49-51. Donc la règle 49-51 était dans le code des investissements. Que formaba parte del código de inversiones. Il a été transféré il y a quelques années dans la loi des finances. Fue transferido hace unos años a la ley de finanzas o de financiación. Ce qui permet au gouvernement, dans chaque loi des finances, d'abroger ou de modifier ou de restructurer cette loi. Y el gobierno progresivamente hablaba de la modificación o la reestructuración de esta ley. Donc l'actuel 49-51 est défini comme en dehors des transactions du domaine stratégique. El 49-51 actual está definido como estando fuera del campo estratégico. Là où sont posées des questions pour les étrangers qui sont investis à 100%. Donde nos planteamos preguntas para los inversionistas extranjeros que tienen un 100% de inversión. Est-ce qu'un étranger à 100% a le droit à une concession, par exemple, agricole? Es que la pregunta es si un extranjero a 100% tiene derecho a una inversión agrícola. Est-ce qu'un étranger à 100% a accès à toutes les facilités de l'ANDI? Nous n'avons pas encore la réponse à ces modalités. À toutes les facilités de quoi? De ces modalités. ¿Es que los extranjeros tienen acceso a todas estas modalidades? No lo sabemos todavía. Donc on va dire que l'hésitation de certains investisseurs étrangers. Podemos decir que la duda de determinados inversionistas extranjeros c'est de garder les avantages de l'ANDI et des concessions territoriales. Y quieren guardar las ventajas de las concesiones territoriales. En gardant un partenaire algérien. Y hacerlo manteniendo un socio argelino. C'est bien précis. Ya, es muy precisa su respuesta. Ben écoutez, je vous remercie tous. Je remercie nos deux intervenants, Monsieur Yassine Bouhara. Je vous remercie pour avoir accepté cette invitation et surtout avoir intervenu. Je remercie Monsieur Angel Cebrian pour nous avoir éclairé sur les dispositions espagnoles. On aura éventuellement d'autres occasions pour parler justement de cet investissement croisé parce que ça
ça n'est qu'un début, hein, donc Bueno, me gustaría agradecer a los dos participantes, señor Guará y al señor Cebrián, y estoy seguro que tendremos otras ocasiones de hablar de las inversiones cruzadas. Ok, muchas gracias. Merci beaucoup. Je remercie également son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, qui est venu rehausser un peu de notre, on va dire, notre image et notre dévouement que nous sommes en train de déployer à chaque fois. Y una palabra de agradecimiento para nuestro embajador, que no ha hecho sino realzar nuestra imagen y poner de relieve pues la gran dedicación que tiene para estas cuestiones. Et nous nous engageons auprès de lui pour justement donner le maximum de communication sur le marché algérien et des possibilités d'investir en Algérie, bien entendu. Et puis de l'autre côté aussi, du côté espagnol, on va aussi donc s'employer à expliquer que l'Algérie est ouverte et puis que aussi éventuellement, je dis bien éventuellement ou en finalité, que une entreprise de droit algérien va pouvoir investir aussi en Espagne. Tiene nuestro compromiso que vamos a hacer todo lo posible para promover, para difundir la mensaje en España que Argelia está abierta y para atraer las inversiones españolas en Argelia y para trabajar también para incrementar las inversiones argelinas en España. Merci à tout le monde d'avoir si je peux juste un mot, decir solo una palabra. Vous remercier pour ces aimables paroles et dire à l'adresse des entreprises espagnoles et algériennes, mais principalement espagnoles, puisqu'il s'agit de l'ambassade d'Algérie à Madrid, que l'ambassade a ses portes ouvertes pour ces entreprises, pour leur apporter l'aide et l'encadrement nécessaire, qu'elles n'hésitent pas à prendre contact avec l'ambassade d'Algérie pour n'importe quelle demande d'assistance et d'aide. Je vous remercie. Muchas gracias por esas amables palabras y si me permite dirigir dos palabras a las empresas argelinas y sobre todo las españolas, porque nosotros somos la embajada de Argelia en España, que cualquier empresa española que se interese por una posible inversión en Argelia sepa que nosotros tenemos las puertas abiertas, que no duden en venir a vernos para cualquier ayuda o asistencia que pueda requerir. Merci beaucoup à tout le monde et puis à la prochaine. Muchísimas gracias a todos y hasta pronto. Au revoir. Merci. Merci. Luego. Chao. Merci à vous. Adiós.